Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur l'installation de l'établissement public foncier et de l'aménagement de Mayotte. Ce jeudi, le conseil d'administration tenait sa première conférence de presse. Enjeux en matière foncière et d'aménagement dans le département était à l'ordre du jour. Le point dans votre édition. Et puis l'invité de la rédaction ce soir, c'est Nadjim Ahamada, candidat MDM au sénatorial. Dernière élection de l'année 2017 au suffrage universel, cette fois-ci indirect. Nous évoquerons bien évidemment son programme pour le 101e département et sa stratégie pour convaincre le collège des grands électeurs au niveau local. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Ce matin, la Société immobilière de Mayotte et la police nationale ont signé une convention de partenariat. Objectif, lutter contre la délinquance en sécurisant les quartiers CIM. Les deux parties ont officialisé ce partenariat, mais le dispositif est d'ores et déjà en place et a notamment porté ses fruits dans le quartier de Tanafou. Reportage. Ce matin, un point presse a été organisé à l'occasion de l'installation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Objectif, contribuer au développement urbain et agricole de l'île aux Lagons. Néanmoins, le défi est immense entre enjeux de développement urbain, de logement et d'équipement. Explication. Créée il y a un an par l'association Demain pour les enfants, l'école du civisme Frédéric Dachery permet à des enfants en difficulté d'avoir accès à un enseignement de base, mais aussi à des cours de civisme. Objectif, éduquer les jeunes pour lutter contre la délinquance. Hier après-midi, l'établissement fêtait sa première année d'ouverture, l'occasion de faire le point sur cette école pas comme les autres. On débute tout d'abord ce journal par l'insécurité, un mal au cœur des préoccupations locales qui touchent notamment les quartiers CIM. Et pour lutter contre ce fléau, la Société immobilière de Mayotte et la police nationale ont signé une convention de partenariat ce matin. Le dispositif déjà en place dans les faits semble porter ses fruits, notamment du côté de Tanafou. La CIM compte ainsi étendre ses partenariats afin notamment de sécuriser ses biens et ses locataires en zone gendarmerie. Le point avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le directeur de la Société immobilière de Mayotte et le directeur de la sécurité publique avaient rendez-vous ce matin pour sceller un dispositif qui a vu le jour il y a plusieurs mois. Objectif, mieux communiquer et coopérer afin de lutter contre la délinquance dans les quartiers CIM. Il s'agit de la mise en place d'un partenariat pour que la police nous aide à mieux sécuriser certains de nos quartiers qui sont touchés par des actes de délinquance, cambriolage, etc. Et nous, en tant que bailleurs, ce partenariat revêt un caractère important parce qu'il s'agit d'une part de veiller à maintenir notre patrimoine en bon état, parce que quand on a des dégradations, des cambriolages, c'est à chaque fois le patrimoine est touché. Et d'autre part, et c'est le plus important, à sécuriser un peu nos locataires, qu'ils ne soient pas agressés régulièrement. Et nous travaillons déjà depuis quelques mois avec la police. En fait, cette convention vient juste sceller un partenariat qui est déjà en cours, mais qui n'avait pas été formalisé. En effet, le dispositif n'est pas nouveau et a d'ores et déjà été expérimenté du côté du quartier Tanafou. Suite à une opération judiciaire de décasage, le secteur s'était embrasé et de nombreux locataires avaient dû quitter les lieux. Nous nous étions rendus compte que l'un des quartiers où la CIM était très implantée, à savoir sur Tanafou, avait connu au cours des derniers mois écoulés une très forte dégradation de la situation sécuritaire. Nous avions des agressions, nous avions énormément de vols par effraction au domicile de particuliers et donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous coordonnions nos efforts avec la CIM pour changer cela. Cela s'est traduit donc par déjà un constat partagé entre le bailleur et la police nationale, la nécessité de pouvoir intervenir de manière coordonnée afin d'interpeller les personnes qui étaient les auteurs de ces infractions et permettre ensuite à la CIM, progressivement, selon un calendrier que nous avons fixé avec elle, de pouvoir réinstaller à nouveau des locataires dans son bien. Pour les habitations qui ne sont pas en zone police, des discussions sont en cours avec la gendarmerie nationale. L'objectif est d'étendre le partenariat CIM Force de sécurité à l'ensemble du territoire. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, il faut quand même qu'on reste vigilant parce que,
l'insécurité à Mayotte, c'est quelque chose d'un peu généralisé et ça peut survenir d'un moment à un autre dans d'autres quartiers, quoi. L'insécurité frappe aux quatre coins de l'île et l'utilité d'une coopération entre les différentes institutions est devenue indispensable pour tenter d'enrayer ce triste fléau. Et pour parler de ce partenariat, Pierre Bellucci, rédacteur en chef de Kwezi TV, est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors un partenariat, Pierre, bienvenue pour les résidents des quartiers cimes de la commune de Mamoudzou. Effectivement, je pense que même au-delà de quartier cimes, je pense que toute coopération pour lutter contre la délinquance est très importante. Il faut qu'il y ait des partenariats entre les institutions, entre aussi la société civile, que ce soit les communes, il faut que tout le monde agisse de pair, il faut que vraiment tout le monde se mobilise, police municipale, police nationale, la gendarmerie, au sein des services, au sein également des institutions, il faut qu'il y ait de la coopération au sein des communes. Il faut aussi que les communes travaillent ensemble pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'être plus efficaces aussi pour lutter contre cette délinquance. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose de très positif, ce partenariat. Maintenant, il a déjà été mis en place depuis plusieurs mois. Il a porté ses fruits, mais ça a été quand même très très compliqué, puisqu'il faut se souvenir quand même ce qui s'est passé. Il y avait eu une décision judiciaire, il y avait eu des décasages en règle, mais ensuite il y avait eu un embrasement dans ce secteur et beaucoup ont dû déménager suite à cela. Donc on le voit, une décision judiciaire qui est appliquée par les forces de l'ordre et derrière ça s'embrase et on n'arrive plus à rien contrôler. Donc effectivement on est en train de reprendre ce quartier, mais d'en arriver là déjà c'est quand même très très grave sur un territoire français. Donc ça c'est le premier point. Le second point, effectivement, ça va faire grincer des dents parce que les quartiers cimes ne sont pas les seuls qui sont victimes de la violence, de la délinquance, et ça aussi c'est problématique puisque certains vont dire on aimerait nous aussi avoir ce traitement de faveur et pouvoir aussi circuler librement, pouvoir ne pas avoir peur lorsqu'on dort avec nos enfants la nuit. Donc voilà, donc c'est aussi toutes ces choses forcément qui gravitent autour de ce genre de partenariat. Je pense que c'est bien aussi que la police communique et qu'elle dise voilà on fait des choses parce qu'effectivement il y a des choses qui sont faites sur le terrain. Maintenant il y a toujours ces problèmes d'effectifs qui reviennent aussi sur le devant de la scène puisque on se demande comment ça va être possible de sécuriser tous ces quartiers cimes en termes d'effectifs je parle. Donc voilà, donc il y a plusieurs points à relever. Maintenant on va garder le côté positif et effectivement c'est important aussi pour la société immobilière de Mayotte parce que il y a des déserts désormais dans les logements cimes. Alors cependant, ce partenariat couvrira exclusivement la zone de Mamoudzou. Que doivent penser justement les habitants des autres zones? Alors ça a été dit, et effectivement il y a des discussions déjà entamées avec la gendarmerie nationale pour étendre à la zone gendarmerie. C'est aussi très important puisqu'on le sait que la cime est sur l'ensemble du territoire. Donc ça je pense que c'est un travail aussi qui est en train d'être fait. Maintenant ça prend forcément du temps, mais voilà, il y a en tout cas une véritable volonté, elle est affichée, que ce soit du côté de la cime mais également de l'État, des forces de sécurité. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, tout est conditionné bien entendu aux effectifs et le résultat et les premiers résultats, ils seront aussi liés à cela. Merci Pierre Bellucci pour votre analyse. En politique, la bataille pour les sénatoriales a déjà débuté dans l'ombre des législatives, encore au cœur de toutes les discussions. Les différents candidats déclarés travaillent au plus près des grands électeurs afin d'obtenir leur adoubement. Du côté du MDM, après l'échec des législatives, l'enjeu est de taille, notamment pour le président du parti, Aïnoudine Salim. Ce dernier, invité de la matinale de Kwezi, a fait part de son sentiment et de son objectif avec cette dernière élection ô combien déterminante pour la suite de son mandat à la tête du parti local. On l'écoute. Nous sommes deuxième parti de ce pays. Nous envisageons de reprendre notre place de premier et nous allons mettre tout en œuvre pour que nous puissions y arriver d'ici peu. J'ai été élu il y a 1 an et demi pour un mandat de 3 ans jusqu'en 2018. Nous avons profité de ce 1 an et demi pour reconstruire le parti. Nous avons créé les cellules villageoises, les cellules des communes. Nous nous sommes renforcés. Nous sommes partis chercher tous ceux qui nous avaient quittés parce qu'ils ne partageaient pas la politique du parti. Ils sont revenus. Nous sommes de plus en plus forts. Donc nous allons continuer dans ce sens-là et nous espérons pouvoir sauver au moins une place des parlementaires qui restent.
Nadjim Hamada est l'invité de la rédaction. Bonsoir Nadjim Hamada. Bonsoir monsieur. Candidat au sénatorial, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous l'avez entendu, Aïnoudine Salim, il faut absolument un parlementaire MDM. Est-ce que vous ne ressentez pas par hasard un coup de pression? La pression doit être de son côté, effectivement, parce que c'est lui notre président. Donc effectivement, il nous faut un parlementaire parce qu'un parti politique tel que le MDM, tel que ce grand parti qui a fait vivre Mayotte jusqu'à aujourd'hui, se retrouver sans le conseil départemental, avec 2 communes actuellement, Mtsamboro et Bandrélé, et se retrouver sans aucun député ou sénatorial, la mort dans l'âme, on va se poser des questions de ce parti et de son avenir. Donc effectivement, nous avons un chantier à faire pendant 3 mois, c'est-à-dire convaincre les grands électeurs, parce que la plupart des grands électeurs de toutes les communes viennent tous du MPM et des Soroda, et aujourd'hui doivent porter au Sénat un candidat du MDM. Nous sommes 2, nous nous battons pour pouvoir y arriver. Alors le MDM est actuellement un parti sur lequel il y a beaucoup de tensions. Ali Oumar, conseiller du président, a jeté l'éponge et remis sa démission en raison de nombreux désaccords avec le président Aïnoudine Salim. Comment abordez-vous cette élection, ces échéances avec un parti aussi décimé? Non, le parti n'est pas aussi décimé que vous le croyez. Nos voisins et nos camarades ont aussi des difficultés. Je parle des Républicains. Les socialistes également, ils ont des difficultés. Nous, notre problème, et j'en suis une des personnes qui les dénonce, puisque j'ai eu moi-même une fois, j'ai eu à fauter dans ce sens-là, c'est qu'on expose nos difficultés, alors qu'on devrait les garder en interne. Mais cela étant dit, on a perdu les élections législatives du fait de ces divisions internes au sein du parti. Nous allons faire une grande réunion de réconciliation le 9 juillet. Le président l'a indiqué ce matin à la matinale, pour mobiliser toutes les forces pour pouvoir gagner. Parce que si on repart dispersé, si on repart avec beaucoup de divisions comme aux législatives, on aura les résultats qu'on a obtenus le 19 juin. Alors vous avez envoyé pas plus tard qu'hier un courrier aux grands électeurs dans lequel vous faites part de votre grand projet pour Mayotte, pour le 5e département. Une lettre dans laquelle vous souhaitez sortir de la tutelle de la Réunion notamment. Il n'y a pas que ça. Oui. La lettre, elle est là, elle fait 2 pages. J'ai alerté les grands électeurs de Mamoudzou, puisque demain, vous le savez, nous votons la liste des délégués, c'est-à-dire les personnes issues de la population qui vont voter avec le conseil municipal le 24 septembre pour les élections sénatoriales. Je rappelais les enjeux. Je rappelais les enjeux pour Mayotte, où Mayotte a besoin de se développer et Mayotte a besoin d'avoir des candidats capables, utiles, qui présentent un certain dynamisme et compétences pour briguer ce genre de mandat. Je rappelais à mes collègues qu'aujourd'hui, si on a des partis comme les Républicains qui portent au pouvoir des avocats, je parle de Mansour Kamardine, je parle d'Elhad Chakrina, même si son élection a été, il conteste le résultat, mais le résultat qu'il a fait montre que les Républicains voulaient porter au pouvoir un avocat. Si je parle des socialistes qui portent au pouvoir Tani Mohamed, c'est une raison. C'est qu'on va à l'Assemblée, on va au Sénat pour parler de quoi? On va parler de droit, on va parler de justice, on va parler de loi. Et donc, justement, vous mettez en compétence votre métier d'avocat, justement. Et c'est normal. C'est un certain bagage qu'on doit mettre en avant pour dire que je peux faire le job. Pour vous, les avocats sont mieux armés, justement, pour mener à bien cette fonction de parlementaire? Ils ont déjà les bagages, les compétences. C'est-à-dire que le travail législatif mérite d'être et sera mieux entendu par un avocat que par une autre personne. Je n'ai pas dit que les autres ne pouvaient pas, mais en tout cas, on a plus de facilité puisqu'on a été formé pour ça. On a quand même, je rappelle, une expérience, une expertise. Moi, ça fait 10 ans que je suis avocat. J'ai été bâtonnier jusqu'au mois de janvier de cette année. Donc, j'ai quand même un certain bagage que je peux faire valoir auprès de mes collègues. Donc, vous parliez tout à l'heure de la tutelle de la Réunion. Effectivement, on se bat, nous, on le dénonce tous les jours. On est un département-région au sens de l'article 73 de la Constitution. Sauf que, dans les faits, on n'a que les dotations d'un département. Notre combat, c'est d'avoir les dotations pour un département-région. Dernière chose, je sais que vous voulez reprendre la parole, c'est la tutelle de la Réunion. On constate que Mayotte, aujourd'hui, c'est un département. Donc, l'identité législative prescrit qu'on doit avoir les mêmes structures d'État à Mayotte. L'ARS, je parle, un rectorat de plein exercice,
et d'autres exemples, un palais de justice digne de ce nom, une cour d'appel à Mayotte, parce que tout ça, on dépend de La Réunion. Tout ça, c'est-à-dire le budget est géré à La Réunion, le personnel vient de La Réunion, on est sous tutelle de La Réunion. Donc, il faut sortir de là, il faut s'émanciper de La Réunion. Nous sommes un département et non une sous-région de La Réunion. Alors juste une réaction par rapport aux élections législatives. On sait ce qui s'est passé dans la circonscription 1. On voulait avoir votre sentiment. Est-ce que ça ne met pas dans l'ombre justement cette élection sénatoriale que vous préparez depuis un long moment, vous, les candidats de manière générale? Ça redistribue les cartes, si je veux dire. Puisque l'autre parti a appelé à voter pour Ramlati Ali. Une partie de notre parti a décidé de la soutenir, une autre partie a décidé de soutenir Ella Chakrina. Le résultat est là. Aujourd'hui, c'était le débat de ce matin, il y a un positionnement clair que doit avoir le MDM entre le centre droit et le centre gauche. Le débat va avoir lieu en interne. Il y aura des résultats qui seront visibles très prochainement. Mais en tout état de cause, il y a une élection qui a été gagnée par une personne. Aujourd'hui, il y a une contestation. Je me garderai de commenter un recours qui est en cours actuellement, qui va être sans doute jugé dans les meilleurs délais, puisque il est nécessaire de savoir qui est notre député. En tout état de cause, aujourd'hui, nous avons une députée élue, nous devons la porter. Mais si ça devait être une autre personne, nous devons également la porter. Mais pour vous, Nadjim Hamada, est-ce que notre île a vraiment besoin de ça avec les retards que l'on connaît? Effectivement, notre île a besoin de gens qui travaillent en commun. Les mandatures passées ont montré à plus d'un titre qu'on a des difficultés à travailler ensemble. On a 2 parlementaires, un au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui n'arrivaient pas à communiquer. On avait 2 sénateurs, un républicain, un socialiste, qui n'arrivaient pas à communiquer. Aujourd'hui, si on veut faire avancer les dossiers de Mayotte, on ne pourra le faire que par une union, parler d'une seule et même voix. Donc, sinon, il n'y arrivera pas. C'est une main tendue justement aux parlementaires qui pourront être justement pourront siéger et au Sénat et à l'Assemblée nationale. La main tendue, le MDM ne fait que ça. C'est-à-dire, nous, on demande à tout le monde à pouvoir travailler ensemble. On tend la main avec les socialistes, c'est ce qu'on a fait en portant Ramlati. On a bien vu qu'ils n'ont pas joué le jeu, puisque dans le sud, notre candidat Bouanaïri a eu un écart de voix de 5000 voix par rapport au candidat des LR, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul socialiste qui a voté pour notre candidat. Mais c'est pas grave, nous on a quand même aidé Ramlati. On aide également les républicains parce qu'on est un centre, un parti de centre. Donc on peut travailler avec la gauche et avec la droite. Notre seule boussole, notre seul objectif, c'est l'intérêt de Mayotte. Donc vous vous engagez aujourd'hui à travailler en harmonie, en unité, quel que soit le parlementaire en place. Absolument, et je préciserai, nous, le MDM, nos candidats au sénatorial, nous on travaillera avec la majorité présidentielle. On a porté Emmanuel Macron, on a soutenu Emmanuel Macron, on a voté pour Emmanuel Macron. On va certainement pas s'inscrire dans l'opposition, puisque la voix de Mayotte sera inaudible. Alors je me rappelle, lors de votre intervention dans la matinale, vous disiez que vous vous présentez pour travailler avec Tani et vous ne vous présentez pas contre Tani. Est-ce toujours le cas? J'ai bien dit que j'avais rien contre le sénateur Tani Mohamed. Donc c'est toujours le cas, c'est toujours d'actualité. Vous êtes prêt à travailler avec lui? Je n'ai aucune... nous sommes des candidats concurrents. On est concurrents, mais on n'est pas adversaires. Vous vous sentez prêt pour cette fois? Je suis plus que prêt. Très bien. Écoutez, merci Nadjim Hamada d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On aura l'occasion de parler plus précisément de votre programme et de cette élection. Merci. Merci à vous. Jeudi, jour de naissance de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ce matin, le conseil d'administration, avec à sa tête son nouveau président, tenait sa première conférence de presse à Mamoudzou, l'occasion d'évoquer les principaux défis à venir pour le département. L'établissement devra œuvrer à la création foncière à l'échelle du département avec comme objectif mener à bien les projets d'aménagement durable des collectivités territoriales. Reportage. L'installation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte est désormais officielle. L'établissement disposera à la fois de compétences foncières et d'aménagement pour contribuer au développement urbain et agricole de l'île au Lagon. Ce jeudi, le conseil d'administration tenait son premier point presse, l'occasion d'aborder les défis à relever dans le 101e département.
Il y a des enjeux absolument considérables ici de développement de l'urbain au sens répondre à des enjeux de logement, évidemment, à des enjeux d'équipement, de viabilisation, d'équipement aussi public. Évidemment, on pense aux écoles en particulier, mais on pense aussi aux équipements de loisirs, par exemple. Et tout ça, c'est absolument fondamental. Il y a un besoin énorme ici sur l'île. Et puis, il y a un besoin aussi d'organiser l'activité économique, que ce soit l'activité industrielle, artisanale, etc., ou l'activité agricole, puisque c'est aussi une activité économique, mais encore faut-il qu'il y ait des espaces pour le faire. Et donc nous avons vocation aussi à travailler sur la possibilité de dégager des espaces pour développer cette économie et aussi l'économie agricole. Dans une île où les enjeux sont nombreux en termes d'aménagement, l'organisme public aura pour mission d'acquérir, porter, gérer et céder le foncier. La maîtrise foncière à Mayotte reste cependant particulièrement complexe. On est dans un territoire où les espaces pour pouvoir faire de l'aménagement urbain sont relativement contraints, avec les pentes, la montagne, les risques naturels, etc. Donc on ne fait pas de l'aménagement comme sur une plaine classique, évidemment. Et puis il y a des situations par rapport à l'occupation des propriétés, enfin des terrains, qui est elle-même plus complexe que dans d'autres endroits, et que donc évidemment tout ça nécessite je dirais un travail particulier par rapport à cette complexité. Accompagner au mieux les collectivités territoriales et répondre aux tensions foncières récurrentes sur les territoires, une tâche délicate à mener pour l'opérateur public. L'établissement dont le siège est installé à Cavani devra gérer 17 communes pour plus de 212 000 habitants, d'après le dernier recensement de l'INSEE. Autre partenariat ce jeudi, celui entre l'INSEE et l'ADEAL. Une collaboration issue d'une grande enquête sur l'état du logement à Mayotte, menée par les services de l'État entre octobre 2013 et mars 2014. L'échantillon étendu à 2000 ménages a obtenu des résultats significatifs à l'échelle du département. La même enquête a été menée sur une période similaire en métropole et dans les autres départements d'outre-mer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pouvoirs publics vont avoir du travail pour mettre un terme à un habitat précaire surabondant dans l'île. Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'enquête sur l'état du logement à Mayotte est la plus vaste et la plus complète jamais menée sur le département. Réalisée par l'INSEE en partenariat avec l'ADEAL entre octobre 2013 et mars 2014, elle révèle les conditions extrêmement précaires d'habitat à Mayotte. On a plusieurs messages dans cette étude qui a été réalisée en partenariat entre l'INSEE et l'ADEAL. D'abord, l'habitat mahorais est précaire et très éloigné des standards de la métropole et des autres DOM. Premier élément de précarité, presque 4 logements sur 10 sont des maisons en tôle. Et c'est dans les maisons en tôle que les conditions de logement sont les plus difficiles. La problématique de l'eau, elle est majeure à Mayotte. 28% des logements sont sans eau. Cependant, la situation s'est beaucoup améliorée depuis 2002. À l'époque, c'était 75% des logements qui n'avaient pas l'eau. Mais cependant, Mayotte reste en retrait par rapport aux autres DOM. En comparaison, en Guyane, actuellement, il y a 10% des logements qui ne disposent pas de l'eau. 62% des logements ne possèdent pas de confort sanitaire de base, à savoir toilettes et douches. L'électricité est pour sa part quasi généralisée avec seuls 6% des foyers dépourvus de courant. Néanmoins, de nombreuses installations sont considérées comme dangereuses. De manière générale, 3/4 des logements ne possèdent soit pas de cuisine, de sanitaire, d'électricité, sans compter les foyers qui cumulent l'absence des trois. À une heure où les enjeux de l'habitat et du logement sont mis en exergue par les pouvoirs publics, cette enquête représente une mine d'or pour de nombreuses institutions. L'enjeu majeur pour nous, et c'est un fait classique, c'est d'éclairer le débat public. C'est le rôle de l'INSEE. Et à travers ce dossier qui comporte 13 fiches thématiques et qui aborde à peu près tous les sujets qu'on peut évoquer sur le logement, on essaie d'apporter à l'ensemble des acteurs publics en région la connaissance nécessaire pour orienter au mieux leurs actions, ce qui est typiquement notre cœur de métier. On a fait une première présentation grand public pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir cette connaissance et vous presse d'en être le relais. Mais au-delà de ça, on va faire une présentation plus spécifique aux
professionnels du domaine pour pouvoir partager cette information, pour qu'ils puissent l'intégrer et pour qu'ils puissent avoir cette connaissance au plus près de leur quotidien. En effet, les résultats doivent permettre d'affiner la déclinaison de la politique de l'habitat national sur le département. En clair, cette enquête doit permettre à la DEAL de lancer de grands chantiers pour mettre progressivement fin à l'habitat précaire. Le contexte ici de Mayotte sur l'habitat est très différent du contexte métropolitain et même aussi particulièrement différent des autres territoires d'outre-mer. Donc il est très important, avant de définir une politique publique quelle qu'elle soit, mais notamment ici dans le cadre du logement, d'avoir une très bonne compréhension du contexte pour pouvoir adapter le mieux possible ces politiques. En marge de la DEAL, les communes et le département vont également pouvoir se servir de cette étude pour parfaire leur politique publique en matière d'habitat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chantier apparaît titanesque. 19h25 sur KTV, merci d'être avec nous. Coup de projecteur en fin de journal sur l'école du civisme. Le projet porté par l'ancien capitaine Shaharoumani Chamassi fait le bilan de sa première année dans le territoire. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité de ce jeudi 29 juin. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Dimanche dernier, 4 prisonniers se sont évadés de la prison de Majicavo. Si 2 d'entre eux ont rapidement été retrouvés, 2 autres sont toujours dans la nature. 1 an après l'évasion de 3 détenus qui n'ont jamais été rattrapés, cela commence à faire beaucoup, notamment pour les surveillants du centre pénitentiaire de Majicavo. Hier matin, ils ont débrayé afin de réclamer des mesures permettant que ce genre d'évasion ne se reproduise plus. Le directeur interrégional a ainsi été saisi par rapport aux défaillances structurelles dont souffre l'établissement et 8 revendications ont été exigées. 6 d'entre elles devraient être obtenues dans un futur proche, tandis qu'une autre doit être soumise à arbitrage. Néanmoins, le plus important réside dans le futur audit de l'établissement. En effet, après ces 2 évasions, il semble grand temps d'identifier les faiblesses afin de comprendre comment un centre pénitentiaire aussi récent et moderne n'est pas en mesure de garder ses prisonniers. À l'occasion des États généraux de l'alimentation, toutes les associations fédérales de France Nature Environnement ont signé une lettre ouverte destinée au président de la République. La fédération à laquelle appartient Mayotte Nature Environnement s'interroge sur le flou qui entoure ces états généraux et les objectifs poursuivis. Elle écrit, je cite, « Les déclarations de ces dernières semaines annoncent une participation restreinte aux représentants agricoles, distributeurs et transformateurs et sur le seul sujet du partage de la valeur. Ce sujet est certes important, mais cela est bien loin de la promesse d'un Grenelle de l'alimentation faite pendant votre campagne électorale. France Nature Environnement regrette que la transition agroécologique de la production et la transition écologique des territoires soient si peu à l'ordre du jour. Mayotte Nature Environnement, par le biais de sa fédération, réclame donc de donner une place forte aux citoyens à la table des discussions sur l'alimentation. Depuis sa venue à Mayotte en septembre 2016, la députée européenne du Front National, Joëlle Melin, a interpellé à plusieurs reprises la Commission européenne. En début de semaine, elle a réagi sur le dispositif Erasmus+, en ces termes, je cite, « À Mayotte, un habitant sur 2 a moins de 17 ans. L'offre de formation étant restreinte, la mobilité éducative via des programmes tels qu'Erasmus+, apparaît comme étant un outil important pour développer le niveau de compétences. Or, les étudiants et apprentis des RUP subissent une contrainte financière eu égard à leur éloignement. Si cette situation a été prise en compte pour les frais liés au transport dans le cadre du volet européen, il n'en est rien concernant le volet international d'Erasmus+. Joëlle Melin souhaite ainsi savoir si la Commission envisage de faire bénéficier les étudiants ultramarins du montant maximum d'aide à la mobilité dans le cadre du volet international de ce programme. En bref, toujours très rapidement avec Pierre Bellucci. Pierre, la compagnie Corsair International a lancé un appel aux voyageurs dans le cadre de ses prochains vols. Oui, effectivement, rapidement, la compagnie Corsair, on le sait, elle a repris sa fréquence de 3 vols pendant cette période de grands chassés-croisés, 3 vols vers la métropole, vers Paris-Charles de Gaulle. Néanmoins, il y a des problématiques qui sont liées aux barges et aux horaires des barges, notamment les vendredis et les dimanches. La première barge, c'est à 6h30 le vendredi, plus à 5h30, et ça pose problème puisque le vol est à 8h30. Il faut être là 2 heures avant pour s'enregistrer, donc il y a une première problématique. Et puis ensuite,
grosse problématique, c'est le dimanche, puisque la première barge en grande terre pour petite terre, elle est à 7h30 et effectivement le vol est à 8h30, donc c'est absolument incompatible. Donc les voyageurs sont amenés dans un premier temps à prendre leurs dispositions au cas où, et effectivement il y a en ce moment des discussions avec la compagnie STM afin de tenter de trouver une solution, parce que sinon ça risque d'être très très compliqué. Merci Pierre pour ces précisions. Un anniversaire ce jeudi, celui de l'école du civisme, un projet porté depuis l'année dernière par l'ancien capitaine de police Shaharomani Chamassi et l'association Demain pour les enfants. L'établissement a pour objectif de donner des cours de morale dispensés dans les écoles coraniques ou catholiques, tout en y ajoutant un enseignement de base dans les matières élémentaires, doublé de l'histoire de la région. L'école vit principalement de dons de particuliers et d'entreprises, avec l'aide d'enseignants bénévoles. 1 an après sa création, l'association fait le bilan et dévoile ses perspectives d'avenir. Adèle Laurent. Inculquer un savoir-être et un savoir-faire, c'est le but de l'école du civisme Frédéric Dachery. Enseignement de base, mais aussi cours de civisme. Pour le président de l'association, l'éducation est un rempart à la délinquance. Pour nous, l'objectif, c'est de lutter contre la violence sous toutes ses formes, en essayant de sensibiliser ces jeunes, surtout les jeunes que vous voyez donc derrière moi. Certains, bien sûr, étaient donc en difficulté donc au niveau scolaire, d'autres, ils étaient en train de basculer vers donc la délinquance. Nous sommes en train de réussir ce pari, de pouvoir le retirer dans la rue. Et ce ne sont pas les élèves qui le contrediront. Cette année s'est passée très bien et je suis fier de moi. Cette école va me permettre de beaucoup de savoir des choses. Par exemple, l'histoire de Mayotte, je ne le savais pas. Ce que j'ai appris dans cette école, c'est le respect, respecter les autres, à ne pas voler des trucs qui ne m'appartiennent pas. Je vais rester dans l'école pour continuer. J'ai appris beaucoup de choses, comme la soustraction, le respect. Et il ne faut pas insulter les autres. C'est très très bon cette école, c'est important, le respect. Quand on voit quelqu'un, on lui dit bonjour. De pas frapper les gens, de pas voler le dialogue. Moi je l'aime bien parce que ici, quand je vais ici, mon cœur ça va bien. Quand on est ensemble, qu'on fait quelque chose, c'est bien. Tout le monde nous aide pour faire des copies, pour travailler. Il y a des autres enfants qui devraient venir parce que c'est une bonne école. Moi, j'aimerais que tout le monde vienne, qu'ils savent des choses, parce que c'est bien de venir ici. Et le nom de l'école n'a pas été choisi par hasard. Il rend en effet hommage à l'ancien maire de Koungou, Frédéric Dachery, engagé lui aussi dans la lutte contre la délinquance. Et hier après-midi, sa famille était présente. Je suis très émue. On sait que c'était un projet qui lui tenait à cœur. On pense que là où il est, il doit être très très content de nous voir ici et je pense qu'on continuera ce combat-là. Et ce combat, l'association Demain pour les enfants le mène pour l'avenir de l'île. C'est un investissement à long terme, on ne voit pas les résultats tout de suite, mais on les voit donc les années à venir. Nous estimons que même s'il s'agit d'un gamin qu'on arrive à sauver, ça serait peut-être derrière 4 ou 5, voire 10 victimes qu'on aurait évité à ce qu'ils soient agressés. Chacun doit faire sa part et nous pensons qu'en chacun faisant sa part, nous pourrons donc y arriver, il est très clair. Mobiliser toutes les forces vives du territoire et pour le 4e vice-président du conseil départemental, les actions mises en place par l'association et celles du service de l'aide sociale à l'enfance sont complémentaires. Chapeau pour ce qu'ils font et on tenait à venir là pour leur dire cela, leur dire combien nous avons besoin d'eux. Et c'est d'ailleurs le sens du projet de service que nous avons, du schéma de l'enfance que nous avons mis en place. L'idée au fond, c'est au-delà de ce que nous faisons avec nos moyens à nous en interne, c'est de dire qu'il faut que le tout soit complété par l'externe. Des actions qui convergent vers un même but. Et Nathalie Costantini a également salué la réussite du projet et a rappelé l'importance d'associations relais, notamment dans la mise en place du CASNAV. Cette structure de l'éducation nationale vouée à l'accueil, l'orientation et la scolarisation des mineurs venant de l'étranger. On a mis en place un CASNAV cette année qui doit normalement fonctionner avec l'ensemble des associations qui sont prêtes à aider les jeunes pour petit à petit les amener de l'extérieur de l'école vers
nos écoles puis dans nos classes, accompagner ces écoles et petit à petit donner du temps pour que on puisse donner une chance à chacun de ces enfants. La vice-rectrice a également proposé à l'association la mise à disposition d'établissements scolaires et d'accompagnement éducatif. Et l'association va en avoir besoin. En effet, elle prévoit d'ouvrir d'autres classes afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'éducation et d'ainsi combattre la délinquance. Car, comme le dit si bien Shahrou Manichamassi, la délinquance n'a pas de nationalité. Un enfant reste un enfant. S'il est mal éduqué, nous en récolterons tous les conséquences. Bien éduqués, nous récolterons tous les fruits de cette éducation. Magnifique projet mené par le capitaine Shahrou Manichamassi et l'association Demain pour les enfants. Ainsi va de l'actualité de ce jeudi. Merci pour votre fidélité. Demain, dès 6h, retrouvez l'équipe de la matinale, juste après le journal radio de Pierre Bellucci. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très bonne soirée à tous sur Kwezi TV.